J'ai grandi avec ce sport-là, il m'a construit, tu vois. Comme tu dis, c'est grandir avec ce sport, donc ça t'apprend sur toi et sur les autres et sur le monde extérieur. Et en fait, ça fait partie de toi, c'est plus qu'un sport, c'est ton mode de vie, c'est ta vie en fait. Tu as grandi avec et que ça t'a éduqué sur plein de choses, en fait, ça fait partie de toi. Et c'est un truc que tu garderas à vie, tu vois. Est-ce qu'on n'a pas envie de retrouver, tu sais, les premières sensations de nos premiers mois de street où en fait on débloquait nos premiers fronts, nos premiers back levers, tu sais, genre ta première straddle planche, tu vois, que tu lèves et t'es en mode mais je suis le roi du monde. Quand tu es à un haut niveau, le nombre de sacrifices et d'efforts qu'il faut pour atteindre des nouvelles figures, des nouveaux trucs à débloquer, il est assez insane, tu vois. Bienvenue dans l'épisode 52 du Calivolution, le podcast pour celles et ceux qui veulent progresser en calisthénie et devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Moi c'est Matt, coach en calisthénie mais aussi pratiquant depuis 2013. Mon objectif, vous faire passer de celui qui galère à l'entraînement à celui qui débloque ses figures comme le muscle up, le handstand, le front lever ou encore la planche. Donc abonne-toi à mon compte Instagram, je te mets le lien juste en dessous de cet épisode. Jules, j'aimerais que tu te présentes en moins d'une minute pour les personnes qui te connaissent pas. Ok, bonjour à tous. Merci Matt de m'inviter sur le podcast. Donc moi c'est Jules, je suis un athlète de street workout, calisthenics. J'en fais depuis, ça va faire 10 ans maintenant, depuis 2016. Et voilà, athlète depuis mes tout débuts, avec des pauses et des bonnes phases de progression. Et concernant le sport, c'est tout, hein. Ok, ça marche. Et tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans le cinéma. Voilà, je suis réalisateur et assistant caméra. Donc j'allie le street à mon job dans le cinéma, ce qui est pas toujours simple. Mais voilà, c'est un peu aux antipodes. Les modes de vie sont totalement différents, mais ça peut se compléter. Ça peut se compléter. Et, et justement, pour rebondir là-dessus, tu sais, une grande excuse que les gens ont pour pas aller s'entraîner, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce qu'avec mon taf, j'ai pas le temps, j'y vais à 9h et je rentre à 17h. Donc j'ai pas le temps de m'entraîner. Comme si qu'il fallait forcément être à la fac. Je dis pas qu'on bosse pas à la fac, mais qu'on doit être à la fac ou au chômage pour pouvoir s'entraîner. Et on en a parlé l'autre jour au téléphone et j'ai vraiment envie que ce soit un sujet, tu vois, parce que j'aimerais vraiment avoir ton avis sur comment allier calisthénie, enfin entraînement du coup, et vie pro. Tu m'as dit que des fois, du coup, tu allais sur des tournages qui peuvent durer plusieurs mois, avec du 5h du mat, 21h. Comment on allie en fait ce sport passion, quand même, où on a besoin d'en faire. Tu me diras plus tard si vraiment tu as besoin de ce sport-là au quotidien. Et aussi, du coup, l'allier avec cette vie pro qui prend beaucoup de place. Yes, ouais, le calisthenics c'est devenu un peu toute ma vie à part le cinéma, et c'est un truc qui a été très dur pour moi d'allier en fait. Ça a été plein de remises en question et plein de questions durant toute mon adolescence et ma période jeune adulte, on va dire. Parce qu'effectivement, à premier abord, on peut se dire que c'est incompatible, surtout si tu veux être un athlète. Mais toutes ces questions de j'ai pas le temps, en fait, elles dépendent juste de la discipline que tu vas avoir, de l'envie et à quel point tu aimes ce que tu fais, en fait. Parce que cette question de j'ai pas le temps, en fait, ça revient juste à est-ce que tu as envie, à quel point tu as envie de t'investir et de faire des sacrifices dans ce que tu aimes. Donc, déjà, ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, le cinéma, c'est un milieu qui est très compliqué, car il prend un peu tous les pans de ta vie. C'est un job qui demande énormément de temps et de disponibilité. Et quand tu es sur un tournage, tu peux changer d'environnement et de milieu. C'est-à-dire que tu peux tourner, si tu as beaucoup de chance, tu tournes dans ta ville, donc tu restes chez toi et tes habitudes sont moins chamboulées. Mais il y a aussi la possibilité de partir à l'étranger ou dans une autre ville. Donc faut apprendre à s'adapter
à ce changement d'environnement et à tout ça, ce qui est pas facile au début, parce que tout est chamboulé en fait. T'as pas d'emploi du temps fixe, et Dieu sait qu'une routine c'est simple à appliquer quand ça bouge pas, tu vois, mais dès que tout bouge, tes horaires bougent, c'est très dur. Il faut en fait s'adapter à fond. Faut vraiment être comme un caméléon en gros, et ça s'apprend au fur et à mesure en se connaissant et au fil des années avec l'expérience. Euh, mais ouais, tu peux te lever à 5 heures du mat, généralement c'est le cas d'ailleurs. Tu fais des journées de 10 à 12 heures, donc tu rentres chez toi et il est souvent 21 heures, 22 heures. En plus, c'est un métier qui est très actif physiquement. Du coup, tu es debout toute la journée, donc tu as souvent les jambes hyper lourdes le soir. Tu rentres, en plus, tu manges dans une cantine. Donc, si tu gères ta nutrition, c'est compliqué, c'est plus dur de traquer ce que tu manges. Donc, il y a tout ça. Et il faut être ultra déter, parce que Dieu sait que quand tu rentres chez toi à 22 heures après une journée de tournage, t'es explosé et la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de t'entraîner. Mais c'est possible. Moi, j'ai réussi à le faire quand je suis ultra déter et que j'ai des gros objectifs. J'ai réussi à faire la plus grosse sèche de ma vie en tournage, à atteindre mes primes en tournage et après tournage. Parce que aussi, c'est tellement un métier qui te demande de l'exigence et de la dépense calorique que tu peux le tourner dans une bonne manière. Ça va être très dur. Et là, c'est le mental qui rentre en compte. C'est-à-dire, j'ai fait, à un moment donné, j'ai fait un tournage de 4 mois en déficit calorique et à la fin, j'étais insane, mais mentalement, c'était hardcore. Surtout que tous les gens qui t'entourent, ils font pas du tout partie du milieu du sport, généralement. Du coup, ils mangent ce qu'ils veulent. Enfin, vraiment, t'es un peu en enfer et toi, t'essayes d'être focus dans ton truc, tu vois. Et donc, ça peut être très, très dur, mais ça paye et il y a plein de choses à mettre en place. Les rituels aussi, ça peut aider. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, douche froide, reset, plein de trucs comme ça que tu peux mettre en place qui vont faire que la discipline et l'habitude va prendre le pas sur tes émotions et ton feeling, on va dire. Parce que tu auras rarement un bon feeling après ces journées-là, tu vois. En fait, voilà, tu te crées des petits tricks mentaux pour atteindre tes objectifs et ce que tu as noté sur le papier. Et après, tu fais ce que tu as noté sur le papier pendant toute la durée du tournage, tu survis et après, voilà. Mais ouais, c'est une course contre la montre. C'est une course contre la montre. Ok, intéressant. Et tu m'as parlé de rituels. Et c'est quelque chose que j'ai pas mal enseigné à mes élèves au début. D'ailleurs, il faudrait que je leur en parle de ça. Le fait de ritualiser en fait le début de ces entraînements, justement pour se mettre en selle, tu vois. Des fois, ça peut être compliqué. On rentre du taf. Pour certains, ils ont couché les enfants, ils se sont pas encore entraînés. Là, ils ont 1 heure devant eux, mais il faut relancer la machine. Et moi, c'était un petit hack que j'avais justement quand. Alors, je suis très passionné par ce que je fais, mais oui, des fois, c'est plus facile d'aller sur Netflix, tu vois, ou d'aller sur YouTube que de s'entraîner. Ça, c'est vrai, tu vois. Et on peut remettre juste au lendemain et se dire, bon, allez, je m'entraîne juste pas aujourd'hui, je m'entraînerai demain, c'est pas grave en vrai. Sauf que si tu fais ça tout le temps, tu décales juste ta progression et au lieu de progresser en 3 mois, tu vas mettre 6 mois peut-être. Et du coup, moi, mon petit hack, c'était de ritualiser le début de mon entraînement. Même à l'avant-entraînement. Tu vois, ça peut passer par manger quelque chose, boire quelque chose, mais tout le temps la même chose avant l'entraînement. Ça peut être aussi de toujours faire les choses à la même heure. Certains, c'est aller chier, tu vois. Ils vont chier, ils vont boire un café, ils vont regarder telle vidéo YouTube, ils vont écouter telle musique, ils vont ritualiser ça, ils vont ritualiser leur réchauffement, et en fait, il n'y a aucun échappatoire possible, ils savent qu'ils vont aller s'entraîner, tu vois. Toi, comment tu ritualises en fait le fait d'aller t'entraîner? Ouais. Donc du coup, effectivement, c'est super important. Par contre, faut aussi faire attention parce que je trouve qu'il y a du positif et du négatif dans le rituel. Et du coup, je vais expliquer un peu les deux parce qu'on peut vite s'enfermer dans du rituel. Et quand on en a trop besoin, quand on est trop dépendant de ça, dès que tu vas sortir de cette case, tu vas être perdu et tu vas rien savoir faire. Et donc, faut... Mais ça, c'est l'expérience qui va te dire ça. Donc, comment on trouve ces rituels? Déjà, il faut apprendre à se connaître, faut essayer plein de choses, voir ce que t'aimes
et ce qui marche sur toi. Et ça dépend de plein de trucs qui se passent dans ta vie. Comme je te le disais, moi, après mes grosses journées de taf, en fait, je sais qu'une douche froide, enfin me doucher en fait après une journée de taf et faire une douche froide, ça me reset physiquement et ça m'annule ma fatigue pendant un petit laps de temps qui fait que je vais retrouver de l'énergie qui va me dire ok, je suis plus fatigué, je peux m'entraîner. Et ça, c'est un hack de ouf après le taf, des grosses journées de taf, tu vois, par exemple. Plus qu'un café ou quelque chose d'autre, tu vois. Vraiment, je sais que la douche, c'est le truc ultime. Quand je suis KO, ça me reset. Mais, à contrario, si je travaille pas et que j'ai un temps libre, je suis en vacances ou quoi, je vais pas avoir besoin de cette douche, tu vois. Parce que les circonstances et le contexte sont différents. Et j'ai aussi appris avec les années que c'est bien d'avoir ces rituels, mais de savoir déritualiser aussi, tu vois. Pour être capable de faire ce que tu fais sans avoir besoin de ces trucs-là, sachant que généralement on en a besoin quand on est en galère, quand on a une baisse de motive aussi, et ce genre de choses. C'est pas tout le temps le cas, mais si t'es super motivé et que t'aimes trop ce que tu fais, généralement tu vas à l'entraînement et tu vois, tu t'entraînes en vrai. Euh, donc il y a ces trucs-là à analyser. Euh, donc les douches froides c'était super bien pour moi. Ensuite il y a souvent ce rituel de prendre un café avant l'entraînement, tu vois. Ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est de marcher avant l'entraînement. Souvent je marche pour aller au training. Et mine de rien, ça m'échauffe énormément en fait. Et du coup, j'arrive à la salle, je suis chaud physiquement. Et comme je l'avais déjà expliqué dans mes podcasts, l'échauffement, il est personnel, tu vois. Il y a plein de gens qui n'ont pas besoin du même échauffement. Il y en a, ils s'échauffent pas. Il y en a, ils ont besoin de 20 minutes. Il y en a, ils ont besoin de courir. D'autres, ils ont besoin de s'assouplir. Et tout ça, c'est des habitudes que tu crées, mais aussi, c'est individuel en fait. Donc moi, marcher, ça marche énormément et ça fait que je peux arriver à l'entraînement, me poser dans le silence, mettre une musique de street et mon mental il switch d'un coup et je peux directement m'entraîner à 100%. Et c'est aussi quelque chose qui s'entraîne. Tu peux t'entraîner à devoir t'échauffer et tu peux t'entraîner à arriver à produire toute ta force sans échauffement. Donc voilà, après c'est à prendre avec des pincettes. Encore une fois, il faut essayer. Mais du coup, voilà pour les rituels, tu vois. Donc c'est important, faut tester des trucs et il faut toujours avoir ce truc de recul là-dessus et essayer de tester ses limites, tu vois. Et se dire, putain, est-ce que j'arriverai à faire ce que je fais sans avoir mes 5 rituels avant, tu vois. Enfin, voilà. Donc à limiter avec des pincettes, ça dépend des contextes. Mais dans certains cas, c'est vraiment intéressant et ça permet souvent de se... En fait, au final, un rituel, ça veut juste dire se refocus mentalement, refaire un petit vide et laisser la place à l'entraînement dans le cerveau, tu vois. C'est souvent ça. Voilà. Ok, intéressant. Et pour t'avoir vu t'entraîner dans des conditions, enfin je veux dire que, tu sais, quand on s'était vu à Lyon il y a 3-4 mois de ça, alors Ouais. t'étais juste venu voir un petit peu les championnats de France et on était tous à un moment dans une grande salle de sport parce qu'il pleuvait et en fait personne s'entraînait, juste les gens jouaient au basket, ils jouaient au foot, ils parlaient et toi t'étais dans ton coin, tu avais tes écouteurs, t'avais tes paras et tu faisais tes planches. Et je me suis dit, ok, donc là, on est quand même rentré dans un autre game où, justement, tu as réussi à déritualiser un petit peu peut-être ton entraînement. Ou alors, c'est un autre rituel, mais peut-être plus interne et pas forcément externe, tu vois. Et je trouve ça fort. Et je suis complètement d'accord avec toi. Les rituels, c'est super bien, justement, pour toutes les personnes qui ont la flemme d'aller s'entraîner quand ils sont chez eux, par exemple, avoir un rituel chez eux et tout le temps faire la même chose pour aller s'entraîner, c'est trop bien. Le jour où t'es pas chez toi, le jour où il se passe quelque chose, c'est là où tu peux avoir trop de mal à t'entraîner. Et moi, j'en ai fait l'expérience pendant des années. Moi, enfin, et encore maintenant, et encore plus maintenant, je bouge pas mal.
avec mon taf quand j'avais la marque. Justement, des fois, j'allais d'événement en événement. J'ai passé une semaine ici, une semaine là-bas. Et au final, j'arrivais pas à m'entraîner, tu vois. Ou alors, je m'entraînais un peu au feeling, mais je veux dire que c'était fait qu'à moitié. Et Mm. une de mes problématiques que j'ai eu justement quand j'ai commencé à voyager un petit peu plus l'année dernière, c'est de réussir à avoir du coup la même énergie à l'entraînement, peu importe où je sois sur le globe, tu vois. Et ce qui Mm. fait que j'ai réussi bah, justement à ritualiser mon échauffement et après je reprends des habitudes en fonction de là où je suis. Voilà. Là j'étais 3 mois à Bali, sauf que j'ai bougé tous les mois. Donc tu changes de salle de sport tout le temps, tu vois. Tu changes d'horaire avec le taf des fois. Moi j'ai beaucoup d'appels le soir par exemple. Je fais des lives des fois avec mes élèves le soir, etc. Donc, je peux pas forcément m'entraîner le soir. Du coup je vais remettre mes entraînements le matin. Des fois, je peux pas le matin, donc je vais remettre le soir. En fait, ça devient vite un petit peu l'enfer, tu vois. Et au final, j'y arrive bien. Tu vois, là, je suis à Budapest et j'ai repris une habitude en 2 jours, tu vois. Parce que j'ai trouvé ma salle de Mm. sport. Le trajet me permet aussi de. Tu sais, quand tu es chez toi, des fois, tu as un peu de mal d'aller t'entraîner parce qu'en fait, ta barre de front et tes paras sont à côté de ton canapé, si tu veux. Et tu as ton PC sur tes genoux. Donc, forcément, c'est un petit peu compliqué. Là, le fait de juste mettre mes chaussures, sortir dehors, fermer la porte, je sais que je vais aller m'entraîner, tu vois. Je sais que je vais aller faire ma bonne séance. Je prends le Mm. tram, je marche un petit peu, même s'il fait froid. J'arrive là-bas, j'ai pas le choix, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien aller à l'entraînement. Bah, le truc qui est magique en calisthénie, en street workout, c'est que l'entraînement peut venir à toi parce que tu peux t'entraîner partout. Tu peux t'entraîner dans ta chambre, dans ton salon, dans ton garage, dans ton jardin. C'est magique, mais c'est là où du coup il peut y avoir certaines problématiques à ça, tu vois. Moi, j'aime bien aller à l'entraînement. Ça, c'est Mm. quelque chose que j'aime bien, quoi. Voilà. Euh, pour, à moins que tu avais quelque chose à ajouter. Ah ouais, je voulais dire que l'environnement c'était essentiel, c'était trop important en fait. Ouais. Et que pareil, en fait, une fois que je suis sorti de chez moi, que je marche pour aller à la salle, une fois que j'arrive à la salle, en fait, il n'y a rien d'autre à faire que de s'entraîner. Mm. C'est juste automatique. Donc déjà, Ouais, c'est ça. l'environnement, ça change tout. Et ma vie, elle a été comme ça. Partir à l'étranger plusieurs mois pour des tournages, des trucs. En fait, t'as pas le choix. T'es obligé de t'adapter. Mais tu retrouves toujours ton sol, tes paras. Et après, c'est juste ta discipline. C'est ce que t'as écrit sur ton papier. Et tu l'appliques, en fait. Et il n'y a pas de question à se poser, en fait. Et c'est juste t'appliques ce que tu fais. Tu fais ce que tu kiffes. Tu fais ton sport. Peu importe à l'endroit où t'es, même en rasso, tu vois, ce que tu disais là. En fait, que les autres ils fassent ce qu'ils veulent à côté, je m'en fiche. Moi, aujourd'hui, je dois m'entraîner, j'ai mon training. Donc voilà, Mhm. je prends mes paras et je mets mes écouteurs et je m'entraîne. Et c'est tout, parce qu'il faut faire ce que tu dois, ce que tu as écrit et ce que tu veux faire pour avoir ce que tu veux. Donc en fait, voilà. Ok. Est-ce que c'est des choses que tu as appris justement via ton ancienneté dans cette discipline? Parce que ça fait quand même 10 ans que tu pratiques. Est-ce que justement, avec le temps, on ne devient pas un petit peu plus sage dans la discipline? Ouais, totalement. Après, à voir ce que tu veux dire avec sage, mais en fait, en 10 ans, t'as suffisamment testé des trucs différents pour savoir ce qui marche sur toi, et tu te connais bien, et, euh, et du coup, tu t'optimises d'une certaine manière, en fait. Tu Mm. vois, tu vas à l'essentiel, et tu fais ce qu'il faut faire. Tu as, t'as moins de papillonnage ou de trucs un peu... Tu sais, au début, quand je commençais le sport, euh, je m'entraînais, enfin, je passais 5 heures, 6 heures des fois au parc avec les potes, tu vois. Ouais, Et je plusieurs fois connais. par jour, enfin plusieurs jours, tu vois. Et c'est différent aujourd'hui. C'est différent. Mais ouais, à l'époque, je pouvais passer une journée entière, tout le week-end au parc. Enfin, c'était totalement différent, mais chaque époque a ses leçons à t'apprendre, on va dire. Et je regrette pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace. Ouais, ok. Après, parce que je suis aussi dans un contexte où je m'entraîne seul, euh, donc il n'y a aucune raison d'aller 6 heures à la salle. Mais si je me rentraîne avec des potes, ça peut changer, tu vois, parce qu'il faut aussi profiter de l'instant présent. Euh, mais ouais, ma pratique, elle a bien évolué là-dessus. Ok. Pourquoi tu continues actuellement là? Le street?
Ouais. Parce que j'aime trop ça. C'est ma passion. C'est ma passion. C'est ma vie. Ça m'a appris tellement de choses. Euh, je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus appris sur la vie, de manière générale. Et tout ce que je sais, et ça m'a fait évoluer énormément. Et j'ai encore beaucoup trop d'objectifs. Je suis toujours déter. Il y a encore une marge de progression immense. J'ai encore plein de rêves dans ce sport que j'ai pas encore accompli. Donc en fait, tant que je vis et que je peux m'entraîner, je m'entraîne en fait. Euh, la passion ne s'arrête pas. Vraiment, je suis surmotivé. C'est marrant Mais ce que tu dis parce que bon, j'ai le même, enfin, ce sport-là a provoqué la même chose chez moi, tu vois. Je pense que justement, ce sport-là m'a véritablement changé. Ou alors plutôt, j'ai grandi avec ce sport-là. Il m'a construit, tu vois. Toi aussi, j'ai l'impression quand Mhm. tu dis ça. Il y a plusieurs personnes qui se sont construites avec ce sport-là. Quand tu, Attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, il m'a, euh, il m'a enseigné beaucoup de choses. Je crois que tu m'as dit ça. Il t'a enseigné quoi, ce sport? Ouais. Waouh. Déjà, il m'a enseigné tout ce qui est culture physique, anatomie, tu vois. C'est-à-dire, c'est quoi un muscle, quels sont quels muscles, enfin, toutes les bases de l'anatomie du corps, en fait. Ça m'a enseigné la nutrition à son paroxysme. Je me serais jamais renseigné là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai plein de connaissances grâce à plein de podcasts, grâce à plein de personnes et à plein d'athlètes et amis, en fait. Donc, le corps humain, le bien-être, et ensuite la détermination, l'aspect mental, en fait, croire en soi. Euh, Ça m'a fait rencontrer plein de gens, plein d'amitiés. J'ai fait plein de voyages. J'ai découvert le milieu de la compétition. C'est juste génial en fait. C'est comme tu dis, c'est grandir avec ce sport. Donc ça t'apprend sur toi et sur les autres et sur le monde extérieur. Tu vois. Il y a une partie hyper philosophique qui est très deep, liée à la visualisation, à comment tu vois le monde, comment tu te vois toi. Enfin, il y a vraiment une énorme partie qui est mentale et qui est indescriptible, mais que les athlètes de haut niveau et ceux qui exercent depuis longtemps connaissent tous. Et il y a un aspect très rationnel, du coup, qui est physique, humain, tu vois, sur l'anatomie, comment ça marche, tout ça, les blessures, se soigner. Tu as l'impression, enfin, tu comprends plein de choses après, mais plein de choses, plein de Hmm. choses, plein de choses. Tu, c'est assez fou d'ailleurs. Mais ouais. Ok. Ouais, Je- franchement, je remercierai jamais assez ce sport pour tout ça. Moi aussi. Et j'en parle souvent dans mes épisodes de podcast, justement, sur parce que ce sport, bon, qu'on l'appelle calisthenics, street workout, on fait tous la même chose. Euh, J'en parle souvent justement sur ce qu'il nous apporte, parce que d'un point de vue extérieur, on se dit, ouais, bah, tu débloques des figures, quoi. Ouais, tu t'entraînes pour la planche, le handstand push-ups, l'agilité pour les gens qui font de l'agilité, le front touch, ok, c'est cool. Et en vrai, on commence pour ça, oui. On commence pour ça, on a une idée de... Enfin, on se visualise faire les figures, on se dit, ah putain, je vais être trop stylé, je vais me sentir fort, je pense que je vais avoir confiance en moi. Même les gens, ils vont se dire, ah putain, t'es quand même stylé, tu vois. Et du coup, on pense à tout ça, et c'est ça, j'ai l'impression, qui nous lance dans ce sport-là. Et au final, on en fait 1 an, 2 ans, ça reste nos motivations. Et après, justement, on commence à fréquenter des gens comme nous. Des gens aussi passionnés, voire plus passionnés que nous. On commence à rencontrer des gens qui en font depuis plus longtemps que nous. Vraiment des ultra passionnés qui en font depuis plus de 10 ans, comme toi et moi, par exemple. On peut se mettre aussi à fréquenter les événements, les compétitions, les rassos, etc. À consommer beaucoup plus de contenu, à consommer des podcasts, le mien, celui de Jules. Et en fait, on grandit avec ça et on se rend compte que c'est pas juste débloquer des figures, tu vois. C'est-à-dire que
Moi, là, demain, je peux plus m'entraîner. Et bah, pourtant, je vais quand même rester dans ce monde-là. Tu vois? Parce que c'est pas juste débloquer des figures, c'est vraiment un monde. C'est pas juste, ok, Mm. je m'entraîne. Comme des passionnés de foot qui font plus de foot depuis des années. Mais ils vont regarder les matchs, ils vont s'intéresser, ils vont emmener leurs enfants au match, ils vont entraîner leurs gamins, etc. Et du coup, c'est toute une philosophie, tu vois. Et je l'ai compris il y a pas si longtemps que ça, en vrai, il y a seulement quelques années, que j'allais toujours être là, au final. Je dis pas que ça va être ma Mm. passion jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. Mais je veux dire qu'il y aura toujours une partie calisthénie, street workout dans ma vie. Voilà. Et Ouais, maintenant, ouais. je le vois vraiment. Et quand je discute avec des gens comme toi, je me rends compte qu'au final, ouais, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça, quoi. Ouais, en fait, ça fait partie de toi. C'est surtout quand tu pratiques, ça devient ton plus qu'un sport, c'est ton mode de vie, c'est ta vie en fait. Hmm. Parce que ça va tellement plus loin que l'entraînement. Surtout à un certain niveau quand t'es vraiment un athlète, c'est vraiment toute ta vie. Tu manges, tu manges en fonction de ça. Quasiment toutes tes actions au quotidien, elles sont pour le street, tu vois. Et, et vu que tu as grandi avec et que ça t'a éduqué sur plein de choses, en fait, ça fait partie de toi. Et c'est un truc que tu garderas à vie, tu vois. Ça, C'est ça, puissant. ça revient un petit peu ce qu'on s'est dit au téléphone quand on s'est appelé il y a 2-3 jours là. Je t'ai parlé un peu du big why. Et du coup, ça serait quoi ton vrai pourquoi, le big why de pourquoi tu fais ce sport? Le Big Why. euh, Alors, comme tu l'as dit, c'est la réponse, elle évolue, elle change Ouais. au fur et à mesure des années. Donc, comme tu le dis, au début, généralement, vraiment, tu découvres ce sport, t'es en mode what the fuck, c'est quoi ces figures de ouf, je vais faire pareil. Donc, en fait, t'as vraiment, en plus, t'as 16 ans, donc t'es vraiment en mode full ego. Tu veux un physique, tu veux être beau et tu veux être fort. Et faire des trucs impressionnants pour que les gens ils se disent ouais, mais il est trop fort lui. Du coup, au début, t'as vraiment ça, ce qui est normal et ce qui est cool. C'est génial. Après, effectivement, tu rencontres des gens qui font le même sport que toi, qui sont potentiellement plus forts que toi. Donc là, ton ego, il prend un coup, tu te dis putain, en fait, je suis nul. En fait, il y a des mecs 100 fois plus forts que moi. Du coup, tu commences à te remettre en question. Donc, généralement, bah, ça booste ton ego. Donc, tu es encore plus dans le je veux tous les niquer, je veux être le meilleur du monde, je vais m'entraîner à fond, je vais tous leur montrer. Euh, Dans un premier temps. Après, c'est personnel. Je pense que ça s'applique pas à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens, surtout au début, ils cherchaient autre chose. Mais puis après, si tu deviens fort, il y a la notion de beauté. Donc, tu vas vouloir exercer ce sport pour faire un truc un peu plus artistique, tu vois. Mhm. Proposer un truc qui est pas juste impressionnant, mais au-delà de l'ego, tu vois. Et quand tu commences à rentrer dans plusieurs années de pratique, parce que c'est généralement là où les athlètes ils s'arrêtent en fait. De ce que je remarque, quand tu es à 10 ans plus, t'as ceux qui stoppent parce que blessure et ça les saoule, ils en ont marre, ils ont fait le tour. Et t'as ceux qui ont vraiment été imprégnés, marqués de ce sport, qui vont soit le faire maintenant d'une manière beaucoup plus saine, enfin beaucoup plus limitée, on va dire. Tu vois, ils en font un peu de street à droite à gauche parce qu'ils aiment bien et tout, et ça reste. Ou alors, tu as ceux qui restent vraiment passionnés à fond, qui sont généralement des athlètes de haut niveau, euh, et qui en font tout le temps, et ça s'arrêtera un jour parce qu'il y a un truc qui va arriver dans leur vie ou quoi, mais sinon, il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent. Et quand tu atteins ce niveau-là, c'est que ton big why il va beaucoup plus loin que juste de l'ego. C'est que, comme je le disais, ça te permet de vivre en fait, mentalement, tu vois. C'est devenu une raison de vivre en fait. Donc c'est un quotidien, c'est un mode de vie, et tu le fais parce que c'est réellement une passion et que ça te fait du bien sur plein de points. Euh, mais c'est beaucoup à l'intérieur de toi, je pense. C'est dur de mettre des mots dessus. Le big why, c'est comme si c'était une énergie interne qui te drivait, tu vois.
et qui te poussait à aller t'entraîner et tout ça, tu vois. À aller chercher plus loin. En fait, c'est ça qui est incroyable dans ce sport, c'est que il est très jeune, mine de rien, ce sport. Euh, il y a encore beaucoup de limites qui n'ont pas été brisées, je pense. Rien qu'à voir le niveau aujourd'hui, comment il augmente, et même le niveau général, global, comparé à il y a 10 ans. Et je pense qu'on est loin de enfin, genre de la limite, en fait, s'il y en a une. Euh, et c'est ça aussi qui drive, tu vois, c'est ce truc de... Tu peux toujours être meilleur et être plus fort. Il n'y a pas de... Tu vois, même si tu atteins au bout de 10 années ou plus ton maximum physique, bah en fait, le maximum mental, il n'est pas atteignable. Du coup, vu que le street, c'est aussi une énorme part mentale, ta progression est illimitée. Et c'est ce fait-là, l'inconnu, tu vois, le X que t'as pas, qui fait que t'es poussé à t'entraîner parce que tu sais pas jusqu'où tu peux aller, tu vois. Le potentiel, il est infini, il est dans ta tête. Et c'est ça qui me passionne plus que dans d'autres sports où une fois que t'es devenu très bon, je sais pas, une fois que t'es devenu trop fort au tennis, bah t'es trop fort au tennis et puis voilà, ça s'arrête là, tu vois. Y a toujours des records à battre, mais il y a pas ce truc que je retrouve dans le street et que tu peux retrouver peut-être même dans l'escalade, tu vois. C'est aussi ça, le genre de sport où t'as des cotations, mais tu peux toujours aller plus haut, tu vois. Et c'est ça qui passionne, tu vois. T'as envie d'avoir toutes les figures, de débloquer des nouveaux trucs. C'est plus dur aujourd'hui d'être pionnier comme il y a 10 ans, mais Mm. c'est cette part-là, tu vois, d'infini, de potentiel humain qui est génial, en fait. Jusqu'où je peux aller, genre. C'est quoi mes limites si je me donne à 1000%. Et c'est ça qui est passionnant. Et aussi ce que Ok. tu ressens. Franchement, ce que tu ressens quand tu fais des figures. Euh, Il y a certains entraînements, certaines périodes où tu peux ressentir des trucs insane. Vraiment des sensations de voler, mais folles, des trucs, t'as l'impression d'être Bouddha en fait. Ça m'est arrivé une ou deux fois, mais c'est tellement puissant qu'après t'es en recherche de ce moment. Enfin, il y a des Ouais. trucs de ouf. Il y a des trucs, tu peux vivre et sentir des trucs de ouf. Et je pense que c'est ça aussi qui drive, tu vois. Et est-ce qu'on n'a pas envie Et de, est-ce qu'on n'a pas envie de retrouver, tu sais, les premières sensations de nos premiers mois de street où en fait on débloquait nos, tu sais, nos premiers fronts, nos premiers back levers, tu sais, genre ta première straddle planche, tu vois, que tu lèves et t'es en mode mais je suis le roi du monde. Et tu sais, tu sais que je me souviens encore de ces sensations-là. Enfin, ça s'éloigne, mais j'ai encore la certaines joie, ouais. sensations de putain, je débloque 3 muscle up là. Tu vois, quand on parle des perfs maintenant, on en rigole, tu vois. Mais en fait, bah, Ouais. je le vois à travers mes élèves que j'accompagne, tu vois, avec mon coaching. Quand ils débloquent juste tu sais, une planche bras pliés, ils sont en mode putain! J'ai dit, mais oui, oui, c'est ça qui est bon, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on le Ouais. perd plus on progresse, plus justement ces sensations-là sont trop dures à trouver. Je crois que j'en parlais dans le podcast que j'avais fait avec Livan sur les WA Podcast à l'époque. On disait qu'on était peut-être en recherche de ces sensations-là du début, tu vois. Et bien sûr qu'on arrive à les retrouver de temps en temps, mais c'est jamais aussi fort que quand on découvre le street. Tu vois, là, je me suis fait un petit entraînement SAT. C'est un de mes premiers entraînements Hmm. SAT. Et c'est vrai que j'ai ressenti vraiment des bonnes sensations, tu vois. Même hier, j'ai fait séance combo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des combos, je travaillais plus des figures en particulier, tout ça. Et je me suis senti quand même voler sur ma planche, sur mes straddle push-up, sur mes touch, après mes pull-up, enfin tu vois. Et, Hmm. mais je retrouverai jamais les premières sensations de mes premiers muscle-up, de mon premier back lever, tu vois, qui étaient des figures super accessibles. Mais ces premières sensations-là, c'est trop dur de les retrouver. Ouais, bah c'est insane. Moi, je me rappelle de mon premier Hephaesto. En plus, le Ah Hephaesto, c'est vraiment une ouais, figure ah ouais, que tu débloques. Parce que, tu vois, les planches, il y a un peu ce truc où tu débloques, mais tu débloques souvent bas de forme. Du coup, tu le conscientises pas trop. Et en fait, tu vas prendre des mois avant de l'avoir en goût de forme. Du coup, c'est ok, pas vraiment genre, tu le lances une fois et ça se débloque. Alors que le Hephaesto, ça a vraiment ce truc où bah, tu montes ou tu montes pas en fait. Donc c'est c'était ça. très rationnel.
Et putain, mon premier Hephaestus, je l'avais filmé et j'ai poussé un cri de joie et de victoire. Je me rappelle, c'était incroyable, tu vois. Et je pense que c'est la figure où j'ai été le plus heureux parce que c'était vraiment un truc où il y a eu du tryhard. Et au bout de 2 mois, je pense, je l'ai passé. Et vraiment un cri de joie, mais insane. Et les sensations du début, elles sont magnifiques parce que c'est tes premières sensations. C'est comme toutes tes premières fois en fait. C'est un truc de ouf parce que tu l'as jamais expérimenté. Donc forcément qu'après c'est moins gros. Mais n'empêche que ça peut revenir. Genre quand j'ai passé mes premiers petits hauls dans One Arm Planche, bah je savais que c'était génial et j'étais super content, tu vois. Euh, Faut savoir aussi, voilà, continuer d'être un peu enfant dans ce côté de déblocage de figures. Mais après, ça devient aussi plus rare parce que quand tu es à un haut niveau, bah, le nombre de sacrifices et d'efforts qu'il faut pour atteindre des nouvelles figures, des nouveaux trucs à débloquer, il est assez insane, tu vois. Donc, ça fait que c'est beaucoup plus rare, tu vois. Mais, Mm. mais franchement, c'est toujours présent, mais c'est beaucoup plus rare, ouais, effectivement. Ouais. Mm. Ouais. C'est pour ça, il faut quand même être assez fier de une seconde de plus, une meilleure forme, une pull-up en plus, une push-up en plus. Même si sur le papier, c'est rien, tu vois. On pourrait dire, ouais, je suis passé de 8 front layer pull-ups à 9. Ok, si tu veux. Mais en vrai, quand tu le vis, c'est insane, tu vois. Genre, moi, quand Mm. j'en ai fait 10 il y a 2 mois à Bali, j'en ai monté 10, mais, mais j'étais le plus heureux du Ouais. monde. Là, c'est bon, j'étais inatteignable. Tu pouvais rien me faire, tu vois, ce soir-là. J'étais comme un ouf. Et Mm. pourtant, j'avais rajouté une rep. Ouais, mais c'est parce que c'est des histoires de paliers aussi, des paliers Ouais. mentaux que tu te fixes depuis longtemps. Genre, Mm. quand tu vas faire tes to-do list de qu'est-ce que je veux dans le street, tu vas écrire 10 fronts de pull-up. Et du coup, c'est impactant parce que il y a ce côté émotionnel et de l'affect que tu as associé à ce truc-là, tu vois. Mm. Et c'est souvent ça, tu vois. Genre, dès que tu as beaucoup d'affect dans un truc et que tu y mets beaucoup d'énergie, quand tu es récompensé, bah, t'es shot de dopamine de ouf, tu vois. Mm. Euh, alors que quand tu débloques une figure dont tu t'en bats les couilles, que t'as pas tryhard et que tu testes une fois, tu y Ouais, arrives, ouais. bon, t'es content, tu vois, mais c'est pas autant qu'un truc dans lequel t'as vraiment investi de toi-même pendant une longue période. Et plus c'est long, plus c'est gratifiant, tu vois. C'est vrai. Donc, ouais, il y a ce truc-là, effort-récompense qui joue, et émotionnel, ouais. Ouais. Ouais, mais mes premières full planches, c'était un truc de ouf, quoi. J'ai bossé la planche pendant 6 ans. J'ai débloqué une straddle assez tôt. Je crois en 1 an, j'ai eu une straddle. Bon, c'est pas la straddle que j'ai aujourd'hui, mais c'était quand même une straddle. Euh, et le truc, c'est que j'avais des bonnes capacités de base, tu vois. D'ailleurs, c'est une problématique que beaucoup de pratiquants ont. Ils ont des putains de capacités de base, tu vois. Ok. d'a- Parce qu'ils ont fait je sais pas, d'autres sports avant, ou alors juste génétiquement, ils ont des bonnes capacités. Ils débloquent des choses assez vite, genre, ah bah j'ai mon muscle up, ah bah j'ai mon back lever, ah j'ai un front en 1 mois, tu vois, et j'ai une straddle planche en 3 mois. Bon bah trop bien, tu vois. Et ils ont eu ça grâce à leur capacité, et après il faut vraiment s'entraîner, tu vois, pour aller plus loin. Et c'est là où ça met une grosse claque, tu vois. Et moi j'ai eu la straddle planche, on va dire, assez facilement. Par contre, après, la full planche, c'est pas venu du. En fait, là, fallait que je m'entraîne vraiment, tu vois. C'est là que je me suis pris une claque dans la gueule. Et c'est Mhm. là où, des fois, peut-être que j'étais sérieux, j'étais moins sérieux. Après, je faisais beaucoup d'agilité à l'époque, donc peut-être que je prenais aussi le statique un peu moins au sérieux. Jusqu'au moment où je m'entraînais plus pour débloquer une pseudo-planche, en fait. Je me suis bien rendu compte, et on me l'a dit plusieurs fois, que c'était pas une planche parce qu'en fait mon cul était là, mes épaules étaient là, tu vois. Donc il y a un moment, quand c'est pas parallèle au sol, c'est dire que c'est pas validé en fait. Faut appeler un chat dans le street, hein. Sinon tout le monde fait des planches. Non, tout le monde ne fait pas des planches. Et là j'ai dû réapprendre à zéro, tu vois, avec une bonne protraction, une bonne rétroversion du bassin, juste en étant parallèle au sol. Et au Mhm. total, du coup, ça m'a mis 6 ans de quand j'ai commencé à bosser la straddle planche, que j'ai eu assez rapidement, à quand j'ai débloqué une vraie full planche. Une vraie full planche. Et le Ouais, jour où j'ai ouais. débloqué du coup une vraie full planche, genre 3 bonnes secondes, mais pour moi elle était presque parfaite. Et vous voyez, pour les personnes qui nous écoutent là, ça peut mettre des années. Voilà. Déjà parce que des fois on ne Ouais. priorise pas.
Et des fois parce que voilà, on n'a pas une bonne relation avec la figure qu'on veut vraiment, du coup on la met un petit peu de côté. Mais quand on fait bien les choses et qu'on la débloque, voilà, là mec, je crois que l'été où je l'ai eu, j'ai passé le meilleur été de ma vie. Alors je dis pas que je dis pas que c'est grâce à cette full planche que j'ai eu la meilleure, le meilleur été de ma vie, mais je veux dire que du coup vu que j'ai eu ma Oui. planche, je m'entraînais davantage parce que j'aimais ça. J'ai bloqué aussi d'autres figures. J'allais beaucoup dans des événements, que ce soit des compétitions, des rassos, etc. Je parlais aux gens, etc. Et en fait, ça crée un tout, tu vois. Et je dis pas que Ouais. la base c'était grâce à ma full planche, tu vois. Mais je veux dire que ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. Donc débloquez vos figures si vous voulez être heureux dans la vie. Non, je rigole, c'est pas, c'est pas que ça. Mais ça peut. Bah, il y a une Réel. certaine satisfaction. Il y a une certaine satisfaction, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je voulais revenir sur un point. Tu me parles beaucoup de haut niveau en vrai, de débloquer des grosses figures, d'être Ouais. discipliné, etc. Toi, tu fréquentes quand même beaucoup d'athlètes de haut niveau, qui sont pour certains tes amis, avec qui tu as fait des podcasts sur ta chaîne d'ailleurs. Et une question que j'aimerais te poser, et je pense que c'est une question que tout le monde se pose, c'est les gens, ils voient sur Insta, en ce moment, on voit beaucoup les NS, on voit beaucoup Ilyes, on voit beaucoup Daylong, on voit beaucoup Livan, Nathan, Mhm. etc., etc. On voit beaucoup ces mecs-là et d'autres euh, à l'étranger aussi, dans d'autres pays qui sont très très forts. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres en vrai? Est-ce que c'est juste de la discipline, juste de la motivation, juste des années d'entraînement? Et là, moi, je suis le meilleur exemple pour vous prouver que voilà, c'est pas le nombre d'entraînements qui fait que vous êtes meilleur, ça y joue, mais moi, ça fait 12 ans que j'en fais. Tous les mecs que je viens de citer, ils ont commencé après moi et pourtant, ils sont 100 fois plus forts que moi. Donc, c'est pas que ça. La question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qu'il y a de différent entre du coup ces athlètes de haut niveau et des gens peut-être un peu plus lambda? Je me mets dedans, des gens lambda comme moi, quoi. Il y a beaucoup, il y a pas mal de trucs en vrai, je pense. Il- Déjà, il y a la génétique voilà, on peut pas, c'est la nature, tu vois, genre à quel point la personne est petite, est légère, a des jambes fines, un ratio jambes, tu vois, ça c'est la base et c'est hyper important. Ensuite, il y a une part qu'on n'explique pas trop. Il y a des gens qui sont talentueux pour ça, tu vois. Euh, de base, qui ont un truc dans leur tête de base. Et ensuite, il y a des trucs qu'on retrouve chez beaucoup. La détermination, le fait d'être têtu, mais très têtu. L'exigence de soi-même, très très haute. C'est-à-dire que même si tu as passé 10 ans à t'entraîner, euh, peut-être que la même personne en 2 ans, elle est tellement obstinée et têtue et sérieuse, tu vois, que elle va pas du tout s'entraîner de la même manière et ça va jouer. Il y a la manière dont tu as une bonne capacité de visualisation, de proprioception qui joue de ouf, qui fait que tu peux progresser beaucoup plus vite qu'un autre. Ton mental, jusqu'où tu peux aller loin, accepter de te faire mal ou ne pas le vouloir, tu vois. En fait, il y a tous ces trucs-là qui sont des micro-facteurs, mais qui, accumulés, font que tu es un athlète de hyper haut niveau ou un mec lambda, en fait. C'est l'exigence, c'est la détermination, beaucoup d'entraînement. Overall, il n'y a pas de secret. C'est que plus, mais c'est réel, du coup, c'est plus tu t'entraînes et tu t'entraînes bien et tu t'entraînes dur et t'es investi à 1000% et que tu donnes tout, plus tu auras des résultats. De toute façon, tu as les résultats à la hauteur de ton investissement. De manière générale, on a ce qu'on mérite, tu vois. Donc, si tu revisionnes tes années de pratique, tu es censé avoir le niveau que tu mérites en fonction de ce que tu as investi, tu vois. Hmm. C'est jamais, tu vois, hasardeux là-dessus. C'est-à-dire que si tu passes 4 ans de ta vie où tu fais que du street toute ta vie, et tous tes jours, tu fais tout, que du street, et que t'es un mec lambda, on va dire normal, tu vois,
pas cheater, pas désavantagé, genre normal. Il n'y a aucune raison pour que tu ne deviennes pas un athlète très très fort, tu vois, ou de haut niveau, tu vois, je pense. Donc c'est tout ça. Mais vraiment, pour moi, de ce que j'ai remarqué en voyant des athlètes plus lambda, ce qui change énormément, c'est la personnalité et le mental. Tu vois. C'est ça qui va créer des faiblesses chez certains, des instabilités, des pauses, parce qu'en fait, ça nique tout. Hein. En fait, des fois, on se rend pas compte, mais les pauses, le fait de pas être régulier, tout ça, en fait, on pense que c'est minime, tu vois, mais en réalité, pour des athlètes de haut niveau, c'est tout ce qui fait la différence. Mm. En fait, c'est un principe d'accumulation, tu vois. Et quand tu atteins un certain niveau en street, je parle vraiment de haut niveau, genre t'as vraiment plusieurs presses, t'es dans les 10 presses au moins, 10 push-ups, ce genre de choses. Je pense que t'as un niveau d'accumulation qui est tel que si tu t'arrêtes, ça s'écroule en fait. Et après, il faut reconstruire. Et il y a vraiment ce principe d'élan. Comme en course, tu vois. Vu que tu es en mode élan, bah en fait, ça continue. Et dès que tu t'arrêtes, tu brises l'élan. Et tu es obligé de le reconstruire, tu vois. Ça peut se reconstruire plus vite, etc. Mais en fait, voilà, plus t'es investi à 1000% et tu restes dans ce truc, plus tu gagnes du temps. Parce que tu manges un volume de ouf et t'es régulier. Et c'est les deux choses qui marchent le plus pour le corps humain, tu vois. Pour n'importe qui, du coup. En fait, voilà, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Juste après, c'est la manière dont tu les utilises et dont tu pratiques, en fait. Mais du coup, c'est pour ça que quand même le mental, ça va être 80% de ta réussite. Parce que c'est pas une course, en fait, c'est un marathon. C'est ça qu'il faut comprendre, tu vois. Et pourtant, quand on commence cette discipline, entre potes par exemple, c'est une course. C'est qui aura le front, Bah qui oui, touche le plus oui, vite, c'est la ça. planche le plus vite. Du coup, les mecs, ils s'entraînent comme des oufs, après ils se blessent, après ils deviennent gros, et après ils doivent ressécher, et en fait, tu perds toutes tes années comme ça. Ouais. Parce que tu fais tu penses le street à trop court terme. Ouais. Tu fais la sèche la plus dure de ta vie pour qu'elle dure un mois, et pour qu'après tu niques tout juste après un rasso, et après du coup tu mets 3 mois à te remettre de ça, alors que tu mets ton ego de côté, tu penses le street pour 5 ans, tu vas faire les choses totalement différentes, et un élan sur 5 ans, ça donne un Nicolas Carré en fait. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Faut penser long terme, mais le truc c'est que quand t'es jeune, c'est dur de penser comme ça. Surtout nous à notre époque, mec, putain, on faisait tout pour être le plus fort au prochain rasso, du coup on faisait tout et n'importe quoi, mais c'est aussi comme ça qu'on a appris. Donc voilà, après chacun a des trucs particuliers, et il y a certaines forces qu'on n'explique pas trop, mais il y en a, mais globalement c'est juste que les mecs ils s'entraînent comme des barges tout le temps. Tout le temps. Ouais. Ça me fait Moi, penser. ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. C'est juste pour dire que du coup, j'ai effectivement passé beaucoup de temps avec tous les NS et tout ça, qui sont pour moi pour l'instant les meilleurs du monde et qui font du contenu sur les réseaux. Donc c'est normal qu'ils aient la plus haute visibilité. Mais c'est des mecs, depuis que je les connais, ils font que de s'entraîner. Tout le temps. Ouais. Et alors il y a des moments c'est plus dur, il y a des blessures et tout, mais même quand ils sont blessés, ils s'entraînent plus que des mecs qui s'entraînent tout le temps. Enfin, ouais. Là, Faut le les voir et le connaître, vivre pour le comprendre, ouais. mais Ouais. en fait, si t'es passionné, voilà, y a pas de, t'es à un autre degré d'investissement mental et physique en fait. J'aime Voilà. bien ce point de vue de long terme. C'est quelque chose que je prône énormément en ce moment, que ce soit sur les réseaux ou avec mes élèves, tu vois. Je fais là, en fait, on est en train de build quelque chose là. Non, tu n'auras pas ton handstand la semaine prochaine. Voilà, tu n'auras pas ton front dans 3 semaines. Malheureusement, j'ai envie de dire, tu vois, ça serait génial. Tu sais, ça me fait toujours penser au truc de putain, là, les gars, dans 3 mois, il y a ISN là.
je vais m'enfermer, je vais rien poster, je vais revenir, je vais choquer tout le monde. Oui, oui, allez. Tous Il les va mecs se qui m'ont dit blesser ça, une je les ai... semaine avant. Non, mais tous les mecs qui m'ont dit ça, je les ai jamais revus. Je fais, bah, t'es parti pour toujours, en fait. T'es jamais revenu, tu vois. Ou alors il faut Non, un mais vous allez blackout voir, vous après, allez tu voir. vois. Ouais, Vous allez voir. Je vais m'enfermer dans ma chambre, je vais m'entraîner comme un ouf. Je C'est reviens, je vais niquer tout le monde. c'est Oui, oui. l'ego. Ouais, ouais, c'est l'ego. C'est l'ego. C'est l'ego. Donc, ouais, régularité mentale. Est-ce que c'est une obsession c'est une obsession du coup pour les athlètes de haut niveau? C'est une vraie obsession du coup de limite jamais s'arrêter, non? Bah, quand tu prends un mec lambda qui fait pas de sport ou qui fait un peu de sport, Ouais. oui, c'est une obsession de baiser. Mais quand tu le vis, c'est tellement devenu ta vie que tu le vois pas forcément comme une obsession. Tu vois, il y a pas ce côté, y a pas forcément ce côté négatif de je m'oblige ou en fait c'est aux antipodes de Tu ça. C'est penses? plus je suis passionné, tu vois. Bah, ça dépend des individus parce que tu auras toujours des mauvais jours, on va dire, comme tout le monde, tu vois, où du coup t'as pas envie et que d'une certaine manière tu t'obliges. Euh, mais ça dépend des gens, parce que si vraiment t'es passionné et que t'aimes ce que tu fais, c'est juste que en fait physiquement t'es fatigué, mais ça veut pas dire que tu t'obliges à faire ce que tu veux faire, tu vois ce que je veux dire. Et que Mhm. à travers les années de pratique, il peut y avoir des moments où tu perds ta motivation et du coup, tu es en mode j'ai plus envie de m'entraîner et je m'oblige, mais c'est du coup que le problème, il est assez deep en fait et qu'il faut vraiment se pencher là-dessus et parce que sinon, tu risques de perdre beaucoup de temps et ça va servir à rien. Du coup, il y a une vraie différence entre être fatigué physiquement et devoir aller s'entraîner et quand même y aller parce que tu es discipliné et s'obliger à s'entraîner parce que t'en as pas envie, je pense. Parce que ça part pas du même truc, tu vois. Il y a un truc qui est physique et l'autre c'est mental. Et quand c'est mental, c'est que il faut faire un point généralement. Tu vois. Parce que quand c'est physique, c'est toujours surmontable. Si vraiment t'aimes ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire? Parce on dit souvent que les athlètes de haut niveau, alors je parle pas forcément que dans le street, hein, ça peut être dans beaucoup de sports, euh, vont au bout de leur objectif, tu vois, mais pas forcément par passion, parce que en fait, tu veux faire quoi d'autre? Je prends un exemple d'un gymnaste qui veut absolument faire les JO et c'est dans 4 ans. Si tu veux, il va pas dire, voilà, je suis plus passionné, j'arrête, tu vois. Et même s'il n'est pas passionné, il va aller au bout parce qu'en fait, c'est son objectif, c'est sa mission. Et je trouve qu'on voit beaucoup d'athlètes de haut niveau, déjà qui en parlent, qui arrêtent totalement le sport qu'ils ont fait à haut niveau. C'est pas genre ils continuent en mode bah je kiffe donc je fais toujours un petit peu ce sport-là en club, etc. Non, c'est j'arrête Oui. totalement et je disparais, tu vois. Et Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'on voit ça de plus en plus du coup. Enfin, on le voit quoi. Ok. Euh, Là, c'est à différencier et à nuancer parce qu'on parle C'est à nuancer, bien sûr. d'une niche de ouf qui est le vrai haut niveau. Et effectivement, les athlètes olympiques, ça se voit parce qu'en fait, c'est un rêve. Et à ce niveau-là, tu as effectivement tous les facteurs physiques qui rentrent en compte, qui font qu'en fait, c'est tellement un dream et tu as tellement passé ta vie, 4, 8, 12 ans à très haut niveau, ce qui est énorme, on se rend pas compte, qu'une fois que tu as chopé tes médailles, tu peux potentiellement arrêter. Après, tu as plein d'autres athlètes qui ont fait des médailles or et qui ont continué les JO Ouais. d'après, tu vois. Mm. Euh, donc en fait, c'est très individuel en vrai. Euh, Après, en street, je l'ai pas trop remarqué. Genre un Mm. athlète qui gagne une compète et qui arrête le street, tu vois. Genre ça y est, j'ai gagné ma compète. Ouais. Euh, Par exemple, Ilyes, tu vois, il gagne des compètes depuis 2022. Bah, il continue de faire des compètes et à être top 1. Donc tu vois, c'est sa réelle passion, son envie de Ouais. son sport. Et ça s'arrêtera si, je sais pas, il y a un truc dans sa vie qui se passe ou si vraiment
il perd sa flamme, tu vois. Il y a aussi ça, c'est possible, ça peut arriver. C'est pas forcément des trucs que tu peux prévoir aussi, tu vois. Où tu perds tout ton niveau d'un coup, enfin, comme ce qui est arrivé à Nico, des trucs comme ça. Euh, mais il faut un gros coup dur, je pense, Mm. pour que ça arrive. Ou alors, c'est que tu avais juste un objectif en tête et que ta raison de pratiquer, c'était cet objectif-là. Et une fois que tu as effectivement atteint cet objectif, vu que tu as tellement tout donné pour cet objectif, et ben après, il te reste plus rien. Et tu ressens un vide. Et du coup, tu arrêtes. Mm. Mais en fait, tant que tu n'as pas cette sensation de vide et que, tu vois, par exemple, si je te dis que moi, c'est pour devenir le plus fort possible que je puisse être, bah, il n'y a pas potentiellement de limite. Donc, à part s'il m'arrive un truc dans ma vie, normalement, il n'y a pas de raison que le street, ça me saoule, en fait. Mm. Et c'est pour ça Ok. que je le pratique depuis plus de 10 ans, tu vois. Mm. Après, peut-être que quand j'aurai fait tout le tour, que j'aurai atteint toutes les figures que je veux, que nanana, nanani, j'aurai 40 ans, une femme et des enfants, euh, peut-être que je ferai autre chose. Ou pas. Ouais. Mais voilà. Tu feras des podcasts. Je continuerai les podcasts, ouais. Voilà, c'est ma manière de rendre à la communauté, tu vois. Ouais, voilà. Mais voilà, ce que je disais sur les athlètes de haut niveau, c'est une observation, hein. Je dis pas que tout le monde est comme ça, bien sûr que c'est à nuancer. C'est juste que je sais que c'est un problème qui touche certains athlètes de haut niveau, tu vois. Le fait Hmm. d'aller au bout de l'objectif sans pour autant aimer ce qu'on fait, tu vois. Ah, mais c'est voilà, c'est parce que ils ont trop pensé dans un objectif précis. Si ta vision est plus large, normalement, ça se limite pas à ça. Mm. Mais du coup, oui, si tu as juste cet objectif-là, effectivement, quand tu vas l'atteindre, tu as un vide obligé après. Ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir un big why, quoi. C'est pour. Bah, en tout cas, c'est pas qu'il faut, mais c'est que si tu l'as, il y a des chances que tu pratiques plus longtemps. Ouais, ok. Comme tu sais, Jules, je fais pas mal de podcasts. Depuis 2020, j'ai enregistré mon premier épisode de podcast. Alors, pas en solo, c'était une petite interview avec. Comment il s'appelait à l'époque? C'était Thomas Galin. Je sais plus comment il s'appelait sur Insta. C'était un pote à Elias. Voilà, Oh. j'avais fait ça. Ouais, j'avais fait avec Thomas. Ouais. Pour te dire, tu vois, à l'époque. Wow, Et personne donc, ne connaît cette personne qui écoute ce podcast. gros big up à Thomas, parce que c'est grâce à lui que du coup j'avais passé un bon moment et j'ai continué. J'ai enregistré plus de 40 épisodes de podcast accompagnés sur mon SWA podcast à l'époque, tu vois, en 4-5 ans, avec tous les plus grands noms que les gens puissent connaître, tu vois. Et j'ai recréé un autre podcast, donc celui-là, le Cal Evolution, mais en solo, tu vois. Comme ça, je me suis dit, vas-y, comme ça, je vais pouvoir parler. C'est mon podcast, je fais ce que je veux, c'est trop bien, tu vois. J'ai fait 51 épisodes. Là, c'est mon 52e, Bravo. tu vois. Et je sais que toi aussi, t'as sorti ton premier épisode de podcast, Mind Power, le 2 octobre 2023, avec Nico, c'était ça, le premier épisode. Ouais. J'ai envie que Ouais. tu m'en parles un petit peu, c'était quoi ton déclic pour créer ça? Ok. Et ben, ouais, ça fait 3 ans, hein. Putain, ça passe vite. Ça Enfin, 2 ans et demi. fait. Bah, non, oui, ça fait 2 ans et demi à peine, quoi. Ouais, ça fait Oui, 2 oui. ans et demi, ça passe vite. Bah écoute, du coup, comme je l'ai dit juste avant, c'est un peu la petite dernière pierre à l'édifice de ma pratique dans le street, si tu veux. Parce que je vois ça comme un partage gratuit sur les réseaux, facile à mettre en place, tu vois, qui coûte rien et qui est juste de la plus-value pour ceux qui veulent, de mon expérience et mes connaissances et celles de Nico, qui sont grandes, pour toute la jeune génération et les autres athlètes. Et bah aussi, j'avais la chance, enfin, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis à très très haut niveau, et je trouvais que c'était super intéressant de du coup partager tout ce que eux m'ont appris à moi et le partager aux autres aussi, tu vois. Je pense que le podcast, il a aidé vraiment pas mal de gens, parce que du coup, il est axé, Mind Power, il s'est axé sur le street principalement, mais
plus globalement l'aspect mental, tu vois, de la force, qu'est-ce que c'est, comment s'améliorer et tout ça, mêlé avec un peu de philo et des trucs comme ça. Et du coup, c'est vraiment genre ma manière de donner en retour de tout ce que j'ai appris, en fait. Du coup, c'est parti de là. Je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des podcasts. Je sais que toi, tu en faisais. Et il y avait un autre mec, mais c'était un... Ah, je sais plus. Il interviewait des athlètes internationaux, plus. Je sais plus qui c'était. Du coup, c'était pas en français, c'était en anglais. Ouais, il interviewait Bah, je- Emmanuel. Ouais, mais je pense que c'est Philippe de Gornation, le patron de Gornation. Ah oui, voilà, c'était Garnation. Ouais, voilà. Enfin, du coup, ça commençait à. Enfin, ça existait déjà, tu vois. Et je me disais, putain, c'est vachement cool. Et moi, j'aimais bien les écouter, les épisodes et tout ça. Ouais. Et je me suis dit, bah vas-y, ça n'a pas été trop fait avec les athlètes français. Et puis, moi, je m'entends super bien avec Nico, du coup, qui est vraiment un ami. Et qui est un peu un mentor aussi, qui m'a appris beaucoup de choses. Et qui continue de m'apprendre plein de choses. Et du coup, vu que des fois, on parlait comme ça des heures au téléphone, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, ce serait pas trop bien de s'enregistrer et de poster nos conversations comme ça. À la base, tu vois, c'était ça. Et du coup, bah, j'ai commencé, puis j'ai fait avec Nico, puis du coup, j'ai fait avec d'autres potes. Et il y avait ce truc-là, un peu, interviewer ses potes, au-delà d'interviewer n'importe qui. Il y avait quand même ce truc d'interviewer des potes et des gens proches qui ont une même passion. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que c'est. Je fais beaucoup d'épisodes avec Nico, du coup. Mm. Mais peut-être que je reviendrai à des épisodes avec d'autres athlètes, si ça me dit, s'il y a des gens qui sortent du lot et qui m'impressionnent. Même si aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. Mais ouais, c'est chouette. Ouais, voilà. Ok. Allez Ouais, voir c'est ce que Manpower. je mettrai le lien. Je mettrai le lien de toute façon en description. Et rejoignez le Discord. Et voilà, parce que du coup, je rebondis sur ce que tu as dit avant, mais tu as dit justement le fait aussi de rendre un peu à la communauté tout ce qui t'a apporté. Du coup, Ouais. on a dit tout ce que t'avais apporté ce sport-là, et aussi la commu, parce que la commu fait quand même une partie intégrante de ce sport-là. Et du coup, bah, tu rends tout ça grâce au podcast, que ce soit avec Nico ou avec tous les autres. Je crois que t'as fait avec Ilyes, t'as fait avec Kevin, t'as fait avec Daylong, t'as fait avec Livan, t'as fait avec Kaïs, t'as fait avec... je pourrais même plus tout citer, t'en as fait quand même pas mal. Et aussi, donc ça je l'ai appris quand on avait mangé c'était un ramen qu'on avait mangé ensemble. Hein. Ouais. C'était trop bon, trop bon, avec Mika là. Et du coup, c'est là où j'ai appris que t'avais un Discord. C'est quoi? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce Discord là? Ouais, bah en fait, Discord, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est une application que tu peux avoir sur téléphone, PC et tout ça, sur Ah ouais? lequel tu peux créer des groupes. Ok. Tu fais le boomer là. Oh, C'est comme c'est Skype en pas. fait. C'est comme Skype. Ouais, exactement, c'est comme Skype pour les boomers. Tu peux créer des groupes où tu peux chatter et tu peux t'appeler aussi, etc. Et du coup, moi à la base, je suis un gros geek. Du coup, Discord, j'ai toujours utilisé pour être avec mes potes et partager des infos. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi on ne créerait pas un Discord de street? Comme ça, les gens qui veulent rejoindre, ils rejoignent. Ils peuvent s'organiser des trainings ensemble, faire des visio-trainings ensemble. Et surtout, ils peuvent partager leurs vidéos, leurs tips. Moi, je balance des infos sur le podcast. Ça me fait aussi, s'ils veulent poser des questions pour les prochains Q&A ou des trucs comme ça, ils les posent. Et du coup, pour ceux qui sont un peu seuls dans leur coin ou qui sont dans des petites villes ou qui n'ont pas la chance de s'entraîner avec d'autres gens, bah en fait, tu as le Discord qui peut te permettre de rencontrer d'autres gens, de partager des infos, de partager des trainings et puis peut-être un jour se rencontrer dans la vraie vie. Enfin, en fait, c'est le pouvoir de l'Internet, du coup. Et c'est libre, c'est gratuit, pareil, tu vois. Enfin, c'est génial, en fait. Tu peux, voilà, c'est ouvert et c'est n'importe qui peut rentrer tant que tu pratiques du street ou du sport et que tu es bienveillant et voilà. Il y a combien de Voilà le personnes? but. Je crois on est une cinquantaine, ouais. Ouais, on est une cinquantaine sur le Discord. Ok, c'est beau ça. Voilà. Le lien est dans ma bio Insta. Ok. Et du coup, Si les gens vous voulez s'entraînent ensemble rejoindre. des fois en visio?
Bah ça arrive, ou alors même ils s'organisent des trainings en extérieur où ils se calent des dates sur le Discord. Ouais. Mais pour l'instant c'est vraiment utilisé en mode partage de vidéos et échange de tips et retour et tout ça. En mode Ok. chacun s'entraide en fait. Et toi, qu'est-ce que tu fais sur ce Discord-là? Toi aussi, je sais pas, t'analyses peut-être leurs planches, leurs trucs. Tu fais des trucs en particulier ou c'est juste assez libre? Non, je fais rien. Enfin, Ouais. j'essaye de faire le moins possible. J'essaye de les Ouais. laisser faire ce qu'ils veulent. Je regarde juste en fait comment ça se passe et je trouve ça vraiment cool quoi. Il y a plein de mecs qui deviennent potes et tout. Si des fois j'ai des conseils à donner ou j'ai envie d'envoyer une vidéo à moi, je le fais, tu vois. Mais sinon, moi j'utilise principalement comme intermédiaire aussi pour le podcast, pour Hmm. les prévenir quand je sors une vidéo. Si je veux faire un Q&A, s'ils ont des questions qu'ils veulent me poser et tout ça, c'est un moyen plus simple de me parler directement. Du coup, je trouve ça cool aussi. Ça fait une petite passerelle de communication et d'infos qui est sympa. Hmm. Ouais, t'as rassemblé ta communauté plus forte ici, quoi. Ouais, ouais, Ok, mm, ok, ça marche. Ok, c'est cool. ça fait 1 heure qu'on est en podcast là, j'ai envie de parler un petit peu plus entraînement, tu vois. Je sais qu'il y en a, ils sont friands de tout ce qui est entraînement là. En fait là, Ah ouais? ils t'écoutent depuis tout à l'heure et ils se disent, ok, mais Jules, il a quoi? Il a quoi en fait? Parce que là, on parle planche, contre lever touch et tout, mais en vrai, qu'est-ce qu'il a? Je te laisse partager un petit peu tes peurs du moment si tu veux. Et on va rebondir dessus après. Mes perfs du moment, Ouais. bah vous allez être déçus les mecs parce que je ressors d'une blessure. Enfin, je me suis fait une subluxation de l'épaule au snow. Ah Donc en putain. gros, ça veut dire que la tête de l'humérus, elle sort de l'épaule et Hmm. elle se remet quasi instantanément. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rien déchiré, donc ça va. Du coup, je suis en train de retrouver mon niveau. Euh, que dire Je m'entraîne beaucoup. Je m'entraîne 5-6 fois par semaine. Je fais du yoga le matin. Ok. Je fais du tous les matins. Ensuite, bah, en ce moment, j'ai de la kiné, donc je fais de la kiné tous les jours. Et l'après-midi, je fais environ 2 heures de training, du coup 5-6 fois par semaine. Je fais principalement des planches. Je suis spécialisé dans les planches. Je fais un peu de front à côté et je fais aussi du hand balancing normal. Mais ma spécialité, c'est les planches. Euh, Quand j'ai un bon niveau, j'ai 10 secondes tout press et j'avais 6-7 press full. Push-up pas trop ouf pour le moment, même si ça va arriver. Puis sinon, les maltaises, one arm planche. Euh, Après, il y a plein de figures que j'apprends que j'ai pas débloquées encore. Mais là, du coup, je suis en train de bien récupérer et je pense que très vite, je vais pouvoir reposter des trucs très très cool. Mais du coup, ouais, là, mes prochains objectifs, c'est 15 secondes tout press, Ok. 10 press, et j'aimerais vraiment step up en push-up. Euh, Déjà redébloquer 5 push-up tout press et après partir sur les 10 tout press. Planche de doigts, récupérer ma one arm. Euh, Dans le meilleur des mondes, la débloquer des deux côtés, mais ça va prendre un peu plus de temps. Front, je m'en bats les couilles, mais j'en fais. Mais je veux récupérer un bon front, quelques pull-ups, quelques touch, mais ça va me suffire. Pourquoi c'était Euh, quoi ton meilleur niveau en front? Mon Ton meilleur prime? niveau en front, en vrai, c'est pas très haut parce que je pense que c'était genre 5 pull-ups to touch, Ah ouais, quand même. euh, des raises, des trucs comme ça. Mais je suis jamais assez tryhard ou c'était il y a longtemps et du coup, j'ai pas expérimenté les trucs comme les SAT et les trucs comme ça. Mais ça Hmm. serait stylé si là je reprends bien et que je me blesse pas. Euh, Ça serait stylé de travailler SAT et d'acquérir des nouvelles figures en pool en vrai. Mais j'aime bien aussi être un peu complet, genre avoir des one arm pull-up, faire des tester de temps en temps je teste mes max en dips. J'aimerais bien avoir 100 kilos. Je suis à 95 la dernière fois. J'aimerais bien avoir 100. Des petits trucs comme ça. Mais principalement les planches, vraiment je veux aller le plus loin possible.
Genre, mon goal à terme, c'est au moins 20 secondes tout press. Euh, et Maltese sol press. Pareil en 2 doigts. Euh, des trucs comme ça, quoi. Des gros power moves. Ouais, des gros power moves, quoi. Ok. C'est pas tant les combinaisons, enfin, ou les compétitions qui t'intéressent, mais plus des power moves que t'as en tête. Ouais, de ouf. De ouf. Les combos c'est cool, mais c'est surtout des combos perf que j'aime bien, tu vois. Genre des gros max, des trucs comme ça. Je suis un peu Ok. fasciné par les max. Ouais. Ok. Est-ce que tu pourrais Mais nous partager là? Ça, c'est un truc je veux vraiment savoir. Bah, tu me dis que tu t'es luxé l'épaule ou non, une luxation ou une subluxation? Je connais ouais, même en pas fait, la différence. la vraie luxation, c'est ton épaule, elle sort et tu peux pas la remettre. Il faut que tu ailles voir le médecin qui te la remette en place. Ouais. Une subluxation, c'est que ton épaule, elle sort et d'une manière un peu miraculeuse, en faisant un mouvement, elle se remet instantanément, en fait. Ok, c'est comme une forte décoaptation, quoi. Ça. Bah en fait, elle sort, Ouais, ça sort carrément. ah ouais, ouais, elle sort quand même, mais elle se remet parce que du coup, tu refais un mouvement et t'as assez de chance pour qu'elle se Ok. reclaque pile bien. Et par contre, une luxation vraie, c'est vraiment quand elle est sortie et tu peux pas te la remettre toi-même. Et si tu le fais, faut pas le faire parce que tu peux le faire mal. Et si tu te la remets mal, tu peux pincer des nerfs, couper des nerfs. Enfin, tu peux vraiment t'enculer l'épaule plus Hmm. qu'autre chose. Donc il faut absolument aller voir un médecin pour qu'il te la remette dans les 72 heures, sinon t'es dans la merde. Mais moi j'ai eu de la chance, en fait j'ai attrapé un snow qui est parti à toute vitesse, ça a emmené mon épaule, je l'ai senti devant, enfin tu vois, plein de fourmis dans le bras et tout, je me suis dit oula, il y a un truc anormal. Et j'ai fait un mouvement instinctif d'épaule et en fait ça l'a remis direct, genre en quelques secondes. Et j'avais pas de douleur. Et après, j'ai fait des examens et j'avais rien de déchiré, heureusement, ni de Et cassé. c'est arrivé quand? On est le 22, c'est arrivé il y a un mois. Ok. Et c'est quoi du coup le processus pour reprendre l'entraînement après ça? Euh, déjà, j'ai fait directement des tests sur moi-même, genre de mobilité. Tu vois, genre, bah, tu viens de te faire un truc chaud, tu sais pas ce que t'as. En plus, t'es au snow, enfin bref, voilà. Tu bouges ton épaule un peu dans toutes tes amplitudes possibles pour voir s'il y a une douleur qui se déclenche dans tes amplitudes. Si oui, lesquelles, rotation externe, rotation interne, tout ça. Ok, t'analyses, tu vois si t'as mal ou t'as pas mal. En fonction de ça, tu peux tester des mouvements simples. Tu te mets en position pompe, ça tient, oui. Je teste une pompe, ça tient, oui. Est-ce que j'ai mal? Non. Est-ce que j'ai de l'appréhension? Est-ce que j'ai un sentiment d'instabilité? Enfin, du coup, tu commences à... En fait, quand il y a un truc comme ça qui arrive, moi, de manière instinctive, j'ai une sorte de protocole de... Tu te remets à zéro comme si tu étais un débutant. Hmm. Tu perds toute confiance en ton membre, du coup. Et tu vas rebuild ta confiance, petit à petit. Donc tu pars du point le plus bas et tu remontes au petit à petit. Donc tu commences avec tes pompes, ok, pompe ça marche, nanana. Dips, c'est quoi? Est-ce que ça marche? Ok, traction, ah non, traction, j'arrive pas à me pendre à la barre. Ok, donc ça peut être un problème d'amplitude d'épaule, de scapula, tout ça. Tu testes. Moi, en gros, j'ai mis du repos, mais tous les jours, je testais mes mouvements, je travaillais ma mobilité. Mais vu que je savais pas si j'avais déchiré quelque chose, je faisais gaffe. La première chose à faire, du coup, c'est d'aller voir son médecin pour avoir une ordonnance pour faire une échographie et une radiographie, pour voir si t'as rien de cassé, fissuré ou de déchiré ou de semi-déchiré sur les tendons de la coiffe et de l'épaule. Juste, J'ai fait ça. je te coupe vite fait, Ouais. mais oui, ça, c'est pour toutes les personnes qui m'envoient des messages. Matt, je me suis fait mal, j'ai quoi? Les gars, on n'est pas médecin. Allez voir des vrais médecins, s'il vous plaît, hein. Parce que je sais, sur les réseaux, c'est Matt, là, je me suis fait mal au poignet à ma dernière séance. Tu me conseilles de faire quoi? Bah, d'aller voir un Oui. médecin. Voilà, je vais toujours vous redire la même chose. On Mais n'est pas voilà, professionnel de santé, hein. Voilà. si c'est vraiment grave et qu'il y a un truc, faut pas réfléchir, tu vois. Donc voilà, tu fais tes examens. Mes examens, je les ai faits.
il s'est avéré qu'il n'y avait rien de cassé ni de déchiré, donc je sais que j'ai rien, mais j'ai quand même fait une subluxation, donc ça veut dire que j'ai créé une instabilité, blabla. Donc, kiné, parce qu'il va me filer des exos, il va faire des tests d'amplitude, des tests de force, de mobilité qui vont pouvoir me dire à quel point je suis déséquilibré et voilà, donc tu fais un peu de kiné, tu retrouves confiance au fur et à mesure des semaines et de la kiné sur tous tes exos, toutes tes amplitudes, puis à côté de ça tu continues de t'entraîner du coup, tu as adapté ton entraînement, tu as vu que les pompes c'était ok, après tu vas faire des tucks, ok j'ai un peu mal, ça va, et puis tu continues comme ça petit à petit, puis après tu refais tes straddles, tu refais ta première press straddle, ok comment je me sens, nanana, et puis bah là où maintenant j'ai quasi tout repris à 100%. Là j'ai repris mes trainings full press, mes trainings push-up, mes maltaises et tout ça. Donc là c'est juste que j'ai encore un peu d'instabilité, encore un peu de douleur et tout ça, mais franchement je reprends super bien, ça fait un mois, encore 2 semaines et je suis invincible en vrai. Donc, donc voilà, mais vraiment ce qui a fait que ça a boosté ma progression, c'est que hygiène de vie impeccable, kiné, Ouais. et continuer, en fait, mine de rien, le yoga, avec toute la mobilité que ça fait, et la souplesse, et les entraînements à côté, tous les jours, en faisant ce que je peux faire, et en retestant le plus vite possible, le plus de mouvements, avec le plus d'amplitude, des trucs différents possibles, ça fait que très vite tu boostes en fait ta prise de confiance, euh, et du coup tu peux vite remettre de la force. En fait, une fois que tu as repris confiance dans une amplitude, tu vas pouvoir commencer à remettre de la force. Et moi, c'est comme ça que je fais. Et du coup, bah, en un mois. Après, c'est heureusement parce que j'ai rien déchiré. Parce que si j'avais déchiré, je pense que j'aurais été dans la Ça aurait merde été pour plus différent. longtemps. Parce Ouais. que du coup, c'est la récup du tendon. Et là, c'est chiant. Mais, euh, mais ouais, du coup, voilà, plus de peur que de mal finalement. Mais voilà, j'ai quand même créé une instabilité. Donc, faut la re-renforcer. Et pour pas que ça re-arrive en fait. Euh, mais voilà, du coup, c'est quand même cool. Ok. Intéressant. J'aime beaucoup connaître un petit peu les processus de guérison pour revenir à l'entraînement. Parce qu'en vrai, on est un petit peu tous différents. Moi, j'ai vécu une. Enfin, j'ai eu une blessure. Alors, je pourrais pas te dire ce que c'est. Même mon ostéo n'a pas trouvé. Et puis, j'ai pas fait tous les examens nécessaires. J'avoue, j'aurais dû aller chez le médecin, faire why not une échographie, etc. pour en savoir un petit peu plus. Mais c'est passé. Ça a quand même mis 4 5 mois à passer, voire 6. C'était au niveau du poignet. Mais c'est un truc à la con en plus. Genre, vraiment, je m'entraînais à Barcelone la semaine après la squab, là, tu vois. Je fais mes planches, etc. Bon, on sait très bien quand on fait des planches, les poignets sont énormément sollicités, beaucoup trop parfois. C'est pour ça, moi, quelque chose que je conseille d'ailleurs à ceux qui nous écoutent, c'est de varier les prises. Voilà, ça peut être con, mais juste peut-être d'ouvrir un peu les paras, de faire un peu de suppi, de faire un peu de sol, de faire un peu sur les doigts. Ah, ça fait qu'on n'a pas tout le temps en fait le poignet dans la même position tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est un truc que je conseille pas mal. Sauf que moi je faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps d'une autre, d'une autre, d'une autre. J'avais mal, tu vois. Fin entraînement, je suis crevé, je peux plus faire de planche, tu vois. Et je me dis, tu sais, toujours plus, et des fois tu as tout le temps envie de t'entraîner plus, tu vois. Alors que ça sert juste à rien. Je me suis dit, tiens, je vais faire des deep pike push-ups. Pourquoi, je sais pas. Parce que je suis déjà bon, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et en fait, je pose mon poignet par terre dans une position, en fait, ça m'étire énormément ici, tu vois. Ouais. Et je vais chercher. Et là, je commence à avoir une douleur pendant la série. Et je me dis, bon, c'est une petite douleur. En vrai, continue la série. Tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes. Et en fait, je fais plusieurs séries comme ça avec de la douleur. Mais en pensant que juste le lendemain, j'allais me réveiller sans aucune douleur, tu vois. Hmm. Et en fait, ça m'a réveillé en pleine nuit. Impossible de bouger le poignet. C'est-à-dire que, tu vois, genre, je pouvais pas le bouger plus que ça, tu vois. Genre, ça Ouais. m'a réveillé en pleine nuit parce que j'ai fait un faux mouvement. Enfin, j'ai bougé mon poignet comme quand on dort, on bouge, tu vois. Et ça m'a réveillé, genre, douleur aiguë, super intense. Comme si que, bah, on me cassait le poignet avec un marteau, tout simplement, tu vois. Et là, Hmm. j'ai flippé parce que pendant les 24 heures qui ont suivi, tu vois, je pouvais vraiment pas bouger le poignet. Même bouger mes doigts pour bosser sur l'ordi, tu vois, c'était super dur. Du coup, je faisais tout avec la main gauche. Je me suis dit, putain, c'est vraiment. Enfin, là, je suis vraiment dans la merde. Genre, j'ai l'impression de me suis cassé le poignet, quoi.
Et au final, de jour en jour, je regagnais un peu de mobilité, mais toujours beaucoup de douleur. Au bout de 1 ou 2 semaines, en vrai, comme ça, j'ai plus de douleur. Par contre, dès que je prenais des paras, dès que je me Ouais. mettais en position pompe, en handstand ou juste en position dips sur des barres, tu vois, ça m'envoyait. Et ça m'a envoyé comme ça pendant des mois, quoi. Et là, Ouais. c'était en fin octobre, j'ai pu relancer quelques handstands quand j'étais à Bali. J'étais trop content, tu vois. On parlait du truc du début, quand tu débloques un handstand, t'es trop content. Bah là, j'ai redébloqué ce truc-là en mode putain, let's go, je peux faire un handstand, tu vois. Juste parce que j'avais plus mal. Et Ouais. là, c'est bon que je peux faire des planches là. Mais tu vois, je prends un grip où je sens que ça va pas trop. Même si je perds un peu en puissance parce que je casse un peu les poignets, je me sens bien, tu vois. Du coup, je fais avec ça. Ouais. Mais là, c'est bon, je peux faire de la planche. Mais du coup, je varie pas mal je varie pas mal les grips. Du coup, pour pas tout le temps solliciter mon poignet dans la même position, quoi. Voilà, c'était pour partager un petit peu. Ouais, mais surtout quand t'es en handstand push-up ou pike large, en fait, t'as beaucoup de pression qui se met là au niveau de l'ulnaire. Mhm. Et même moi, je le sens des fois quand je me finis en handstand push-up. T'as une stabilité avec ton petit doigt qui est énorme et du coup, ça joue là. Donc ouais, faut Ouais. faire gaffe si tu sens ce genre de douleur, faut faire attention. Après, c'est toujours pareil, hein, on est tous différents. Il y en a, ça Ouais. va passer direct. Tu sais pas en fait si tu vas être réveillé comme toi durant la nuit ou pas en fait. Mhm. Euh, donc ouais, Mais, faire gaffe et il faut s'écouter. Faut suivre son instinct généralement. mais c'est ça. Parce que j'ai l'impression que. Ça, j'en ai parlé dans un dernier podcast. Des fois, on banalise le fait d'avoir mal, tu vois, aussi. On se dit, oui, bah, j'ai Oui. mal, bah, c'est normal, je fais du sport. Alors qu'en fait, tu vois, moi, j'aurais juste dû prendre une autre prise, peut-être prendre des paras et faire de la prona, tu vois, et j'aurais eu zéro douleur. Et j'ai continué dans la douleur, tu vois, qui était aussi Ouais. une Oh, douleur quand même bah, articulaire. en fait, il faut connaître les douleurs. Elles sont pas toutes les mêmes. Et ça, c'est en se connaissant aussi que tu apprends ça, mais Mais là, t'as des c'était bonnes articulaire, douleurs et des posture. mauvaises douleurs. Bah, c'est ça. Ouais, c'est C'est ça. ça. Du coup, faut vraiment suivre son instinct et écouter les bonnes douleurs ou les mauvaises. Parce qu'effectivement, ça fait partie de tout, même de la rééducation, de tout. Mais tu as certaines douleurs dans lesquelles il faut pas que tu ailles et d'autres, tu peux y aller easy, tu vois. Et la force, c'est d'arriver à savoir faire la différence entre les deux. Et est-ce que tu saurais me dire, toi, Jules, les plus grosses problématiques que tu as eues dans ton apprentissage de la planche? Alors, que ce soit pour débloquer la full planche de base, mais aussi pour aller plus loin. Est-ce que tu te rappelles de gros challenges que tu as eu? Certains, justement, ça peut être des douleurs, par exemple aux avant-bras, qu'on appelle périostite, tu vois. Hmm. Ça peut être des facteurs mentaux, etc. Est-ce que toi, tu te souviens de tes plus gros challenges en planche? Ouais, bon, en vrai, j'en ai eu beaucoup. Euh, J'en ai eu beaucoup. Je fais 1m73 pour 70 kilos. Du coup, j'ai 26 ans. Ça fait 10 ans que je fais du street et des planches. Ça doit faire 8 ans, tu vois, à peu près. Ouais. Euh, de base, j'ai des jambes, des bonnes jambes. J'ai une génétique avec des bonnes jambes en fait de base. Donc, ce qui fait que vu que j'étais une allumette au début, les planches c'était compliqué parce que j'avais des jambes hyper lourdes et pas vraiment de muscles et de force en haut du corps. Mm. Donc, j'ai eu toutes les douleurs possibles et inimaginables en haut du corps. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je me blesse très rarement aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est positif. C'est un truc qui a énormément évolué. Du coup, j'ai eu les périostites, évidemment. Ça, au début, quand tu apprends la planche et que tu commences à t'entraîner tous les jours à faire des planches, je pense... moi, je me suis détruit les périostites. Après, c'est une douleur particulière parce que tu dois apprendre à les éliminer, mais en même temps, elles sont pas aggravantes. Enfin, elles le sont d'une certaine manière, mais ça reste bénin. Tu vois, Mm. c'est pas comme une tendinite, donc c'est encore une douleur qui est différente. Donc j'ai fait face à ça. Ensuite, j'ai fait face au fait que je devais me renforcer en haut du corps pour devenir plus fort parce que j'étais vraiment une chips. Du coup, j'avais vite des douleurs au coude. J'ai eu des tendinopathies au coude. J'ai eu des douleurs aux épaules. Des fois, j'ai eu mal au poignet. En fait, tout ça, ça venait du fait que j'étais pas assez renforcé et que je m'entraînais trop dur.
Ouais. je pense. Mais bon, au fil des années, du coup, ça s'est lissé et je suis devenu beaucoup plus fort en haut du corps et du coup, j'ai beaucoup plus su encaisser les planches. Ensuite, il y a eu la période du poids, donc de la découverte de la nutrition et, du déficit calorique, de la sèche. Donc là, je suis passé partout, les jeûnes entiers, les jeûnes intermittents, ne pas manger pour devenir sec et tout ça. Donc c'est plein d'autres problèmes qui sont liés ensuite à une fatigue, à s'entraîner avec la fatigue, etc. Mais tout ça, ça fait partie de mon apprentissage, tu vois, ce qui fait Mm. qu'aujourd'hui j'ai trouvé mon équilibre. Mais je suis passé par toutes les épreuves en vrai. Mais j'en suis reconnaissant de ouf parce que c'est comme ça que j'ai tout appris en fait. Ouais. C'est en atteignant les extrêmes que tu trouves ton équilibre. Donc, ouais, j'ai eu plein de douleurs. J'ai dû vraiment. C'était dur, honnêtement. Franchement, c'était dur. Parce qu'en plus, j'étais entouré des plus forts. Du coup, j'étais en mode, mais pourquoi j'arrive pas à avoir leur niveau alors que je m'entraîne autant et tout J'ai Pourquoi je suis pas ressenti la autant même chose. avantagé qu'eux Vraiment, il y a eu une période où j'étais en mode le monde est contre moi, je peux pas être heureux, je fais tout, j'ai tout. Enfin, je comprends, mais d'un côté, ça veut pas. Je suis beaucoup plus ok avec ça aujourd'hui. Euh, et j'ai pris confiance en moi, j'ai confiance en mon potentiel aussi, euh, que c'était pas le cas avant. Du coup, ça change beaucoup de choses aussi. Et en ayant une fois que tu as atteint un certain niveau, genre la première fois que j'ai fait 10 secondes tout press ou des trucs comme ça, je me suis dit, ok, avec du vrai entraînement, quand je fais les choses vraiment bien et que je suis déter, Mm. en fait, je peux aller très loin. Du coup, ça va juste dépendre de mon niveau d'implication, tu vois. C'est pour ça, là, je suis très confiant pour les mois à venir et le futur parce que, ouais, je suis très confiant. Mais ouais. Ok. Ouais, je reviens un petit peu sur ce que tu disais en mode tu t'entraînes avec des mecs trop forts et toi tu t'entraînes avec eux en plus et c'est ça le pire, tu vois. Tu t'entraînes avec eux, tu bombardes et tu dis putain mais ça se passe pas comme prévu, tu vois. Et pour l'anecdote, tu sais, la première fois que je me suis entraîné avec l'Ivan, on avait le même niveau, tu vois. Genre, Putain, c'est ouf, hein. je crois que je tenais mieux la Victo que lui. Parce que du coup, il y a une vidéo de ça, je crois que c'est sur mon Insta, mais elle est archivée la vidéo. Faudrait que je la remette en story, elle est drôle. Et après, on part en straddle, et genre, il tient 2 secondes de plus que moi la straddle. C'est nos straddles, elles sont horribles, tu vois. Et t'entends Nico Chan derrière qui dit ah, il t'a niqué, mon gars. Bref, c'est trop drôle. Et je me dis putain, c'est ouf parce que tu vois. À ce C'est moment-là, tellement on Nico, va ça. dire j'avais le même niveau qu'Ivan, tu vois, et j'ai continué à m'entraîner de temps en temps avec lui, tu vois, et tu le vois évoluer, t'en vois d'autres évoluer. Tu vois d'autres pratiquants qui disparaissent aussi, tu vois. Certains disparaissent, Oui, certains sont aussi moins forts que toi, mais on voit tout le temps plus fort, donc forcément on s'attache un petit peu à ça. Et tu vois, je me suis beaucoup détaché de ça au final sur mes dernières années. Sur toujours devenir plus fort que machin. Ou ouais, mais lui il a commencé après moi, donc en fait si je suis plus nul, je suis une merde, tu vois. Je me suis ouais. beaucoup détaché de ça. Et maintenant je kiffe mon street, tu vois. Je kiffe mon street à moi. Et personne n'a le même street que moi, tu vois. J'ai créé mon street. Même Ouais, si oui, il y a des gens plus exactement. forts, moins forts. Et c'est pour ça tout à l'heure quand je te disais, avec le temps, on devient peut-être un petit peu plus sage dans la discipline. Bah, il y a moins d'ego déjà, tu vois. Il y a moins En d'ego, il y a de la fait, vraie passion, etc. c'est exactement ce que tu dis là, c'est que tes années d'entraînement, elles te font toi. Et du coup, elles Ouais. créent ton street à toi. En fait, toutes ces années-là, elles permettent à ce que tu te retrouves vraiment et que tu comprennes pourquoi toi tu fais ce sport et pas pourquoi les autres font ce sport. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et, et moi, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus fort et, et bien et heureux et tout parce que je suis à des années-lumière du mois d'il y a 6 ans, tu vois. C'est des années-lumière, vraiment.
Il y a eu une évolution de fou. Et c'est ça que je souhaite à tout le monde. Du coup, posez-vous les bonnes questions, prenez votre temps, faites les choses pour vous, et vous allez être heureux. Je crois que c'était le mot de la fin. Je crois que c'était le mot de la fin. À moins que tu voulais rebondir sur quelque chose, mais en vrai, ouais, ça va faire 1 heure et demie qu'on parle et je suis content parce que là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une discussion intelligente, tu vois, sur la performance, sur le mental, sur l'expérience en fait qu'on a eue de la calisthénie, du street workout. Et, des expériences qui sont assez similaires, j'ai l'impression, de ton côté ou du mien, tu vois. Et du coup, je suis très content d'avoir fait cet épisode avec toi, Jules. Bah, de même, voilà, le mot de la fin, c'est ne vous comparez pas. Oubliez pas que tout ça, c'est que du kiff, c'est que du plus. On n'a qu'une vie, du coup, profitez-en et faites ce que vous kiffez. Et c'est comme ça que vous aurez ce que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Et ben, je pense qu'on peut souhaiter un bon entraînement à tout le monde qui nous écoute, parce que je pense que ça va les motiver. Là, ils vont dire, ok, c'est quoi mon vrai why? Ok, pourquoi je m'entraîne? C'est bon, je vais faire des planches là, comme Jules, tu vois. On s'en fout, entraînez-vous. Entraînez-vous, mais et faites, même si c'est pas des planches, faites vos back levers, faites vos L-sit, faites vos handstands, faites vos dragon flag, bordel, parce que je sais que tout le monde veut faire des planches et des fronts en ce moment, alors qu'en fait, putain, je trouve. Nous, quand on a commencé le street au début, c'était génial parce qu'on voyait toutes les figures qu'il y avait à Mais faire oui. et on voulait toutes les débloquer. Et là, je trouve que maintenant, on veut Tester plus tout des débloquer. trucs. Tester des trucs. Tester des trucs. Tester Tester des des trucs, trucs. putain. Tester Ouais. des trucs. Il y a Ne devenez pas des copies de copies de copies. Voilà. le street Faites, est trop vaste. Le street est trop vaste. Vous pouvez faire quand même beaucoup de choses. Et à l'époque, franchement, j'avais beaucoup plus de figures qu'aujourd'hui. Bon, même si je suis plus fort, je les ai Ouais. encore entre guillemets, mais je pratiquais plus de choses que maintenant, j'ai Ouais. l'impression. Et des fois, Mais j'ai oui, envie de parce revenir qu'on sur on des était trucs. curieux. Ouais. On était curieux, on voulait tester des trucs. C'était le début du sport. Fallait tester des nouveaux mouvements, des nouvelles prises. C'était le côté pionnier, tu vois. C'était génial. Tu C'était le connais tu le connais le X-Flag? truc comme ça, ouais. Alors, ouais, bah comme ça, mais en bas ici, et puis tu Ah prends oui, la barre oui. de flag. Ah oui, il y avait plein de Russes qui faisaient ça. Les Ouais, Russes, mais ils kiffaient faire ça. c'est très accessible, ça, en vrai, hein, c'est très accessible. Et en fait, au Ouais, lieu de de faire ouf. juste Bah oui, de ouf. au lieu de faire des tuck planches et des one leg front, en fait, les gens se rendent pas compte qu'ils peuvent débloquer plein de figures. Ouais, mais c'est le côté des réseaux sociaux, en fait. Enfin, Ouais. il y a un truc où tu veux copier, mais du coup, tu cherches plus aujourd'hui à découvrir ou à explorer. Un petit truc un peu négatif là-dessus. Mais... Ouais, que je déplore un peu, mais bon. Le street évolue, et il évoluera encore. On refera un épisode de podcast dans 10 ans pour voir comment il évolue. Ok, Jules? Vas-y, Et ça marche. sinon, je voulais te remercier. Je mets tous tes liens en description pour les gens qui veulent découvrir. Et puis, on va souhaiter un bon entraînement à tout le monde. Salut, ciao. Yes, salut.